Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo présentation de QGIS, les bases, comment l'utiliser de façon très rapide, produire une carte, les éléments à prendre en compte quand vous allez importer des données, modifier des données, etc., quand vous allez faire vos analyses spatiales. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment présentation, initiation à QGIS. Alors, ça s'adresse plutôt à des gens qui maîtrisent un peu les SIG, mais même si vous ne maîtrisez pas les SIG, vous allez voir un peu le potentiel des SIG, les avantages d'avoir ce type d'outils, etc. Alors je vais vous présenter aujourd'hui QGIS. Pourquoi QGIS? Parce que c'est un logiciel open source et gratuit, donc tout le monde peut le télécharger. Vous avez aucune fonctionnalité en moins ou en plus par rapport à d'autres logiciels comme ArcGIS où à chaque fois il faut payer pour acheter des modules. Aujourd'hui, quand vous téléchargez QGIS, vous avez plus de 500 algorithmes d'analyse spatiale, donc vous avez largement de quoi faire. C'est pour moi le meilleur SIG sur le marché à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors QGIS c'est un logiciel open source, vous pouvez télécharger sur le site internet de QGIS, donc qgis.org. Donc on va y aller. Donc c'est un logiciel open source et gratuit. Il y a plusieurs, les cadences de développement sont assez intenses et les sorties de nouvelles versions de QGIS sont assez intenses. En tant que professionnel, je vous conseille à chaque fois de télécharger la long term release, c'est-à-dire la version stable et maintenue, qui n'est pas la dernière version, mais qui est la version la plus stable. Aujourd'hui, à l'heure où je vous fais la vidéo, la version long term release c'est la 3.10.5, sachant que la 3.12, comme vous le voyez, est sortie. Mais la version pour les professionnels, c'est bien la 3.10.5, d'accord? Donc voilà, vous voyez LTR 3.10.5. Alors là, je suis en mode anglais, mais QGIS est traduit en français, donc il n'y a pas de souci. Comme vous allez sur le site de qgis.org pour télécharger QGIS, voilà, vous avez les installations, donc c'est disponible sous Windows, Linux, Mac et même sur mobile et tablette. Voilà, je vous conseille et sur mobile aussi, donc voilà. Donc quand vous téléchargez les données pour Windows, vous avez plusieurs installateurs. Vous avez celui-ci qui installe pas que QGIS mais tout OSGeo4W, donc il y a pas mal d'outils, des serveurs web, etc. Si vous voulez que QGIS, je vous ne conseille pas d'installer cette version. Je vous conseille d'installer la version voilà standalone, c'est-à-dire seule de QGIS. 3.12 c'est la dernière version actuellement, mais c'est pas la version stable destinée aux professionnels. Pour les professionnels, c'est vraiment celle-ci, LTR, long term release, donc la 3.10. En fonction de votre OS, vous choisissez la bonne version. Moi, je vous conseille en tant que professionnel de télécharger la 3.10. Donc voilà, une fois que vous allez télécharger QGIS et l'installer, vous allez avoir plusieurs choses qui s'installent. Vous allez avoir QGIS tout seul, QGIS with Grass et QGIS Browser. QGIS, quelle est la différence entre QGIS et QGIS with Grass? Quand vous allez lancer QGIS with Grass, vous allez avoir accès à QGIS, mais aussi à Grass, qui est un autre logiciel SIG, et qui sont fusionnés dedans. Quand vous utilisez QGIS, je vous conseille de prendre cette version-là quand vous la lancez. Vous lancez QGIS with Grass, ça vous permettra d'avoir accès à un nombre de boîtes à outils de traitement plus important. Enfin, QGIS Browser, c'est un utilitaire de gestion de données, d'accord? Vraiment, c'est un peu l'équivalent de ArcCatalog. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ArcGIS. Donc là, c'est un peu l'équivalent de ArcCatalog et QGIS, c'est l'équivalent de ArcMap. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser la version 3.10 de QGIS. Donc, et de la télécharger et de l'installer. Donc voici QGIS. Alors, qu'est-ce que QGIS? C'est un logiciel SIG, système d'information géographique. Qu'est-ce qu'un système d'information géographique? C'est un outil d'aide à la décision, premièrement, qui permet d'analyser vos données géographiques, vos données spatiales. D'accord? Ça permet de visualiser de la donnée, ça permet de créer, un SIG permet de créer des données, un SIG permet de caractériser des données, un SIG permet d'analyser ces données, un SIG permet de croiser des données, et enfin un SIG permet de réaliser des cartes, donc qui est la finalité de tout un processus de création, de traitement de données, mise en forme de la donnée, mais ça permet aussi de modéliser des phénomènes, et notamment au travers de modélisation spatiale, d'accord, des modèles, il y a beaucoup de modèles liés à l'hydrologie, des modèles d'impact visuel, des modèles d'irradiation solaire, etc. Tous ces outils sont incorporés directement dans QGIS, donc il y a plus de 500 algorithmes que je vous présenterai. Donc un logiciel SIG permet donc vraiment de réaliser
de réaliser un ensemble de traitements sur des données cartographiques. Alors aujourd'hui QGIS c'est aussi une galaxie d'outils, vous avez QGIS, mais vous avez aussi QGIS Server qui vous permet de réaliser des cartes interactives, des web services, vous avez tout un tas de clients web mapping, d'accord, qui vous permet de visualiser des applications, des projets SIG de manière sur le web, en mode application web. Donc voilà. Donc ça c'est encore d'autres éléments, mais sachez que QGIS est très interopérable et ce qui en fait sa force, c'est-à-dire qu'il peut communiquer avec tout un tas d'outils différents. Google Earth, vous pouvez exporter vos données sur pour MapInfo, pour ArcGIS, pour AutoCAD. Donc ça c'est la grande force de QGIS, pouvoir être en mesure de lire et d'exporter vers tout un tas de formats différents qui lui permet de pouvoir communiquer avec d'autres logiciels, d'autres mondes, des logiciels DAO, Illustrator, Photoshop, des logiciels, voilà, AutoCAD, etc. Ça, c'est son gros point fort. Aujourd'hui, comme vous savez QGIS, ça ne vous contraint pas en termes d'architecture et de logiciels SIG. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est pour le côté, voilà, vraiment SIG. Donc, la particularité d'un logiciel SIG, c'est qu'il peut lire évidemment de l'information géographique et non géographique. Qu'est-ce que de l'information géographique? L'information géographique, c'est une information qui contient des coordonnées X, Y, ou alors un ensemble de coordonnées. Quand vous avez des tracés, des lignes de bus, etc., c'est un ensemble de coordonnées qui constitue votre tracé. Donc une information géographique dans le logiciel SIG est caractérisée par 4 éléments. Sa localisation, d'accord, donc qui se traduit dans un SIG par la projection d'un fichier. Des caractéristiques de cette donnée, typiquement quand j'ai un tracé linéaire, ben, ça va me permettre de dire, ben, voilà, ce tracé linéaire, quand j'ai un tracé ligne de bus, ce tracé ligne de bus, c'est telle ligne de bus, elle passe à telle fréquence, etc. Donc là, je vais vous montrer un peu, voilà, de façon plus concrète. C'est caractérisé, donc c'est une donnée qui est caractérisée. Donc pareil, c'est une donnée qui est géolocalisée, caractérisée, d'accord, elle est aussi caractérisée par un dessin. Voilà, typiquement là j'ai importé un fond parcellaire, d'accord. Donc je vais vous montrer un peu. On va mettre un peu un symbole qui permet de lire ceci. Voilà. Donc là j'ai un fond parcellaire classique. Donc une donnée géographique caractérisée par sa localisation, on voit que le fond parcellaire est géolocalisé au bon endroit. Elle est caractérisée par des informations. Donc là vous voyez typiquement quand chaque dessin, chaque parcelle est attribuée à une ligne de données. Typiquement là je suis sur la parcelle B442 avec une contenance cadastrale de 46 mm². D'accord. Là on a l'identifiant de la commune, etc. Donc là, voilà, donc les données caractérisées, c'est-à-dire une donnée qui est définie par plusieurs éléments. Là, en l'occurrence, la contenance cadastrale, l'identifiant de la section, l'identifiant de la parcelle, mais ça peut être tout un tas d'autres éléments. Typiquement, pour une route, ça peut être la largeur de la route, est-ce qu'elle a un sens unique, double sens, est-ce qu'elle est cyclable, pas cyclable, voilà. Donc, c'est une donnée caractérisée, projetée. Projetée, c'est-à-dire qu'elle est géolocalisée. On dit qu'elle est géoréférencée, une donnée géolocalisée. Et enfin, il y a un dessin. Qu'est-ce qu'un dessin? Donc un dessin, ici vous voyez, une parcelle, c'est un polygone. D'accord? Vous avez aussi, je vais vous montrer, des informations, voilà, c'est toujours le même élément. Est-ce que j'ai d'autres types d'informations sous le coude? Je vérifie, bon, pas sous le coude, mais une donnée SIG se caractérise par 3 types de dessins, 3 types de géométrie, on dit. Un polygone, une ligne ou un point. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai des données polygonales. Mais je peux très bien avoir, je vais vous montrer, on va créer une couche point d'intérêt. Voilà, point d'intérêt, tac. Je reviendrai sur tout ça plus tard. Tac, voilà. Donc une donnée peut être soit
une donnée SIG peut avoir pour dessin soit des polygones, soit des points, comme vous le voyez là, ou enfin, soit des lignes. On va l'appeler ligne de bus. Ligne de bus, ok. Voilà, je trace, voilà, vraiment, faut se dire, c'est ma ligne de bus, voilà. Soit des lignes de bus, soit des linéaires. Donc, une donnée SIG a trois types de géométrie, des lignes, des points ou des polygones. D'accord? Dans une donnée SIG basique, on va dire, il ne peut y avoir qu'un type de géométrie par couche. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir dans la même couche des points et des lignes. D'accord? Ou des points et des polygones. Ça, c'est très important. Donc là, on parle d'information géographique, d'information spatiale. Une information spatiale se caractérise par un dessin, ligne, point ou polygone, par des caractéristiques, donc des informations attributaires. Chaque dessin est associé à une ligne, d'accord, qui est caractérisée par des colonnes. Voilà, on peut mettre autant d'informations, caractériser l'information on peut avoir des caractéristiques très poussées. Donc une information géographique peut être caractérisée aussi par des informations attributaires et par une projection. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces dessins, ces lignes point polygone, sont bien géolocalisés. D'accord? Donc ça, sont les trois caractéristiques d'une information spatiale. Donc c'est ce qui différencie un SIG d'Illustrator, c'est que les dessins, Illustrator aussi, vous pouvez dessiner des fonds parcellaires et tout, sur Illustrator, ils ne sont pas géolocalisés. Alors que sur SIG, ces données sont géolocalisées. C'est vraiment une information très importante. Ce qui différencie un SIG d'un logiciel de dessin simple, c'est que l'information est géolocalisée et caractérisée. Ça sont les informations très importantes à prendre en compte. Il y a donc deux grands types de données, des données dessin et des données images. Les données dessin, c'est ce que vous voyez là, les lignes, points, polygones, et elles sont caractérisées. On appelle ça des données vectorielles. Typiquement, je vais cliquer sur une parcelle, j'ai les informations, l'identifiant de la commune, la section cadastrale, le numéro de la parcelle, la contenance cadastrale, etc. Ça sont des données, ce sont des dessins, des données vectorielles, d'accord. Donc chaque donnée vectorielle a une géométrie, une forme de dessin, ligne, point, polygone, une table attributaire qui caractérise cette donnée, commune, préfixe, session, etc., etc. Et cette information est géoréférencée, c'est-à-dire qu'elle est géolocalisée. Ça, c'est les grandes caractéristiques des données de dessin. À côté de ça, des données de dessin, donc des données vectorielles. À côté de ça, vous avez des données images, des données rasterielles, raster, on va dire. Typiquement, mon fond de carte. Là, je vous montre, c'est un fond de carte classique. On va dézoomer pour que vous puissiez le voir. Voilà, un fond de carte classique. Voilà, là, on est sur Toad sur Var, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne connais pas, mais c'est pas grave, j'ai pris au hasard complètement. Donc, c'est une donnée dessin, c'est-à-dire quoi? C'est juste un fond de carte. D'accord? Ce sont les images aériennes, ce sont les fonds de carte Google Earth, Google Maps, OpenStreetMap, Waze, sont des données dessin, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont juste des images. Quand je clique sur une image, sur un élément, il n'y a rien. Il n'y a pas d'information attachée. Là, je vois une route, mais quand je clique sur la route, je n'ai pas les caractéristiques de la route, je n'ai pas le nom de la route, etc., etc. Tout n'est qu'image. C'est surtout utile pour les fonds de carte. Donc ça, c'est quelles sont les caractéristiques des images du fond de carte? C'est l'image, et deux, le fait qu'elle soit géolocalisée aussi, cette image. Cette image est géolocalisée. Vous voyez, ma souris, il y a les coordonnées XY qui se baladent en bas. Cette image géolocalisée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand par-dessus, j'importe une autre information qui est elle aussi géolocalisée, en l'occurrence mes parcelles, elle se superpose parfaitement. Donc c'est ça la très grande force d'un SIG, de QGIS notamment, c'est que ça peut la possibilité de pouvoir créer des couches de données. Typiquement, j'ai les parcelles, les points d'intérêt, les lignes de bus, un fond de carte, pouvoir créer des couches de données et pouvoir faire qu'elles se superposent les unes aux autres, qu'elles se géolocalisent bien pour pouvoir croiser ces données géographiques. C'est ça le point fort de QGIS, de pouvoir croiser l'information géographique. Je pourrais m'arrêter là et faire juste une carte de visualisation simple. Vraiment, le gros potentiel de QGIS, c'est pouvoir croiser ces informations, nombre d'habitants desservis en fonction des lignes de bus, nombre d'entreprises par quartier, nombre d'entreprises qui ont fermé par quartier, risques naturels qui grèvent les parcelles, quels sont les risques naturels, quel est le droit du sol qui s'applique à une parcelle, etc., etc. Tout ça, c'est les points forts des SIG, notamment de QGIS,
qui, au travers d'informations géolocalisées, lui permettent de superposer ces couches d'informations et de pouvoir faire des divers traitements spatiaux et de pouvoir faire de l'analyse spatiale. Donc quand vous avez de l'information géolocalisée de bonne qualité, et c'est pas toujours le cas, vous pourrez commencer à superposer vos couches, visualiser de l'information, produire des analyses, objectiver des phénomènes et pouvoir enfin réaliser des études. Et éventuellement l'étape supérieure, c'est réaliser de la modélisation spatiale, voilà, faire du prédictif, faire des analyses prédictives et tout. Là, aujourd'hui, on va pas aborder ce sujet. Donc voilà, donc les logiciels d'information géographique, les SIG et QGIS se caractérisent par deux types de données. Des données de dessin, ligne, point ou polygone, il n'y a que ces trois types-là. Jamais dans une même couche. Ces données de dessin se caractérisent par une table attributaire qui caractérise la donnée et par une géolocalisation. À côté de ça, vous avez des données images qui, elles aussi, sont géoréférencées, c'est-à-dire géolocalisées, mais au travers duquel il n'y a pas d'information derrière, à part les valeurs des pixels, c'est-à-dire les couleurs rouge, vert, bleu. Qui a une énorme importance aussi, qui ont dans le traitement et l'analyse de données, mais je ne vais pas y aborder ce sujet aujourd'hui. Ça s'appelle la télédétection, on abordera ça un autre jour. Voilà, les données logicielles SIG sont en mesure de lire ces deux types de données, des données vectorielles, des données de dessin et des données images. Voilà. QGIS permet quoi? De visualiser ces données, de croiser ces données, de produire et de créer de nouvelles données, et enfin de réaliser des cartes. Donc en termes de type de données, vous avez des données SIG pures, ce qui est le cas ici, d'accord? Donc là on a des données vectorielles et des données raster fond image, mais vous pouvez importer d'autres types de données. Vous pouvez importer des fichiers Excel. D'accord? Donc ces fichiers Excel, si elles n'ont pas d'informations géographiques à proprement parler, on va dire uniquement les données communales ou autres, vous pouvez les importer dans les deux logiciels SIG et les rattacher à des données SIG existantes, qui elles sont géolocalisées afin de pouvoir géolocaliser un fichier Excel. Vous pouvez aussi géocoder un fichier Excel. Alors qu'est-ce que ça veut dire géocoder un fichier Excel? Ça veut dire quoi? Vous avez des adresses dans un fichier Excel, et bien vous allez créer un fichier point de ces adresses afin de voir cartographiquement, de pouvoir représenter cartographiquement ce fichier Excel. Il faut qu'il y ait une colonne adresse et ensuite vous allez géocoder ce fichier pour avoir, à partir de cette colonne adresse, des coordonnées XY qui vous permettront de projeter ce fichier Excel et de pouvoir le voir de façon cartographique. Vous pouvez aussi importer des photos qui sont géolocalisées. Aujourd'hui, quand vous prenez des photos avec votre téléphone portable, vous avez souvent une information de géolocalisation qui est incrustée dans la photo, ce qui vous permet de pouvoir, avec QGIS, importer ces photos et les géolocaliser elles aussi de manière massive. Ce qui est pas mal quand vous faites une campagne photo sur le terrain, vous prenez des photos, des choses qui vont pas, vous les importez dans QGIS et vous pouvez voir cartographiquement le point avec la photo. Vous pouvez aussi importer des données avec des coordonnées XY. Typiquement, vous faites des levées topo, etc. Il y a des coordonnées XY. Vous pouvez aussi importer ces données dans QGIS pour les géolocaliser. Donc vraiment, dès que vous avez un document qui a de l'information géographique, vous pouvez le géolocaliser dans QGIS. Et ainsi avoir un fichier, un projet QGIS avec tout un tas d'informations géographiques issues de sources différentes. Des données pures SIG, des données issues de photos géolocalisées, des données contenues dans un fichier Excel, des données avec des adresses, etc., pour avoir une vision globale cartographique de toutes vos données. Ensuite, vous pouvez aussi importer des données qui ne sont pas issues de QGIS. Vous pouvez importer des données AutoCAD. Vous pouvez importer des données issues de Google Earth. Vous pouvez importer des données issues de MicroStation. Vous pouvez importer des données 3D. C'est très très important, ce qui vous permet d'avoir aussi un volet de pouvoir, au travers de QGIS, lire des informations qui ne sont pas issues de votre monde, de vos logiciels, mais qui sont quand même visualisables d'un point de vue cartographique et analysables. Vous pouvez aussi importer des données 3D. QGIS a aussi un moteur de visualisation 3D pour voir les données en 3D, afin de créer votre propre Google Earth sur QGIS. Vous pouvez mettre des pièces jointes dans les données attributaires. Typiquement là, ce qui n'est pas le cas, mais je vais vous montrer. Dans les données attributaires, typiquement pour cette parcelle, j'aurais pu mettre une colonne document PDF et avec le lien vers le PDF. Quand je clique, ça m'ouvre le PDF. Donc c'est vraiment un univers interopérable, c'est-à-dire que QGIS est en mesure de lire des données de différentes sources, de différentes formes, et de pouvoir les intégrer directement en son sein, entre guillemets, de pouvoir visualiser un ensemble de données d'un point de vue cartographique. Vous pouvez aussi créer des données directement dans QGIS. Vous l'avez vu, je l'ai fait tout à l'heure rapidement. J'ai créé des lignes et des points, des lignes,
des lignes de bus et des points d'intérêt très facilement. Et vous pouvez créer votre donnée. Idem, vous pouvez la réexporter vers d'autres formats, des formats pour AutoCAD, pour Illustrator, etc., etc., afin que les personnes qui sont dans d'autres métiers puissent quand même profiter de la donnée SIG. Vous pouvez exporter ces données au format Excel si vous le souhaitez. Voilà. Vraiment, un SIG est un outil qui permet de visualiser toutes les formes de données cartographiques, données géolocalisées de façon simple et rapide. Alors voilà, ça c'était un petit point sur les SIG. Voilà, ça va de la visualisation de données, de la création de données, visualisation de données, traitement de données, croisement de données, analyse de données, production de cartes et d'études et modélisation pour aller jusqu'au prédictif. Voilà tout le champ des possibles de QGIS. C'est vraiment, il y a tout un tas de données de traitement métier, des traitements de données spatiales, de données satellites, de données avec des bandes multispectrales, des données infrarouges, des données 3D, vraiment vous avez tout un tas des outils, voilà, comme j'ai dit, d'analyse d'impact visuel, des outils d'analyse de pente, des outils d'analyse hydrologique, d'écoulement des eaux, voilà. Vraiment tout un tas d'outils, tout un tas de traitements qui ont pour but, qui sont basés sur de l'information géographique. Aujourd'hui dans QGIS vous avez plus de 500 traitements gratuits, accessibles depuis n'importe où, depuis QGIS. Alors je ne vais pas vous présenter 500, mais voilà. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez aussi accès à une banque de plugins développés par des particuliers et des professionnels qui vous permet aujourd'hui de bénéficier, de pouvoir greffer à QGIS des milliers de plugins. Je vais vous montrer un peu la liste, c'est monstrueux. Donc ça vous permet aussi d'étendre les fonctionnalités de QGIS de façon exponentielle, voire infinie. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, tous les plugins qu'il y a dans QGIS, je n'ai installé que 2-3, c'est monstrueux. Vous avez des plugins pour installer des fonds de cartes. Là, voilà, je vous ai mis OpenStreetMap en fond, mais vous pouvez mettre Google Earth, etc. Vous pouvez intégrer les fonds IGN, Géoportail, voilà, tout un tas de données dans votre SIG afin de vous créer votre propre environnement cartographique. Donc maintenant, QGIS à proprement parler. Donc là, je vais vous présenter un peu d'un point de vue technique QGIS. Vraiment, les bases, on va créer une petite carte simple, rapidement, sans se prendre la tête pour que vous puissiez voir les manipulations de base. Je n'aime pas dire de base, ça veut rien dire de base. La base, les bases varient en fonction de chacun. Mais les fonctionnalités de départ, voilà, qu'il faut maîtriser. Avant de faire de la modélisation de l'année spatiale, etc., il faut importer des données ou créer des données, les mettre en forme et faire en sorte qu'elles soient bien en forme. Donc on va voir tout ça. Donc là j'ai mon fond parcellaire, voilà, QGIS ça fonctionne. Alors on va partir d'un projet standard vide. Voilà. Alors QGIS se présente de cette forme là, d'accord. Donc c'est l'interface graphique. Donc, elle peut varier d'un utilisateur à l'autre tout simplement parce que je peux déplacer les éléments ici, je peux faire disparaître certains éléments, voilà. Pas de crainte. Si vous arrivez sur notre QGIS qui n'a pas les icônes, je vais vous montrer comment les faire réapparaître, etc. C'est l'interface graphique de QGIS. Donc ici, vous avez tous les éléments, tous les menus de QGIS. D'accord. Toutes les fonctionnalités. Et ici, vous avez tous les plugins, enfin non, tous ces icônes-là. Tous les icônes que vous voyez là sont présents dans les menus ici. D'accord. Typiquement, sauvegarder un projet, je vais vous montrer, projet, tac, 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 sauvegarder, c'est ici. Et c'est ici aussi. De ce fait, comme je vous ai dit, tout est, voilà, tout est modifiable à souhait pour se créer sa propre interface graphique. Peut-être que vous avez estimé qu'il y a des éléments que, voilà, toc, voilà, je fais disparaître, qui ne sont pas nécessaires. Si un jour vous ouvrez un QGIS et que vous ne voyez pas les éléments ici qui ont disparu ou vos éléments habituels ne sont pas affichés, pas de panique, tout ce qui est ici sont dans les menus ici. C'est pour ça que je vous conseille de passer un maximum par les menus ici, parce que quelle que soit la version de QGIS, quel que soit le QGIS que vous utilisez, ça ne bougera jamais. Maintenant, s'il y a des éléments que vous ne trouvez pas ici qui ont disparu, c'est simple, un clic droit sur la barre de menu, et je fais réapparaître les éléments qui ont disparu. Typiquement, ma barre de projet, elle a disparu, je l'ai remise. Et mon petit panel, voilà, de données, voilà, il est ici, je l'ai remis. D'accord? Donc, pas de crainte. Si ça disparaît, tout est ici. D'accord? Clic droit, et puis vous allez chercher vos données, vos panneaux, vos icônes. Donc ça, c'est vraiment un élément important à prendre en compte.
Voilà, pas de crainte. Donc l'interface graphique est très modulable. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Elle est très modulable. Voilà, elle peut être modulée en fonction des gens. Moins vous êtes technique, moins vous allez avoir de entre guillemets d'icônes. Vous allez juste aller à l'essentiel. Et tous les icônes qui sont ici et toutes les panneaux sont aussi voilà utilisables via les menus ici. D'accord, donc pas de souci, pas de crainte. S'il y a des éléments qui disparaissent, vous pouvez soit les retrouver dans le menu en haut, soit les retrouver dans la barre d'icônes en faisant clic droit et les réafficher. Donc voilà. Donc maintenant, en termes de procédé, QGIS fonctionne par projet, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je vais travailler n'importe quoi sur le droit du sol. Je vais avoir ma couche parcelle, ma couche PPR et ma couche cadastrale, ma couche PPR, ma couche servitude d'utilité publique, ma couche droit du sol. Bon, voilà, et j'ai un peu une image aérienne en dessous. Ça, c'est un projet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais mettre en forme toutes mes couches, je vais mettre toutes mes couches, je vais les mettre en forme, je vais sauvegarder mon projet. Quand je vais le fermer et que je vais le réouvrir, je vais avoir tout en place. Quand vous commencez, vous arrivez, voilà, vous cliquez ici, projet vide. Tout est vide, il n'y a rien. Première chose que vous faites, vous sauvegardez ce projet. Vous cliquez là, alors là, sur l'icône sauvegarder un projet, ou là. Pour info, je vais vous montrer des manipulations dans QGIS. Il y a plusieurs moyens différents pour arriver au même résultat. Donc je vais vous montrer les techniques. Peut-être que sur Internet ou pour votre erreur de cours, vous allez avoir d'autres techniques, il n'y a pas de souci. Chacun utilise la technique qui lui semble la plus adaptée et la plus ergonomique possible pour arriver à son résultat. Moi, je vous montre des choses et c'est possible que vous connaissiez d'autres méthodes pour arriver au même résultat. Donc, première chose, vous créez un projet QGIS, vous allez sur le bureau, vous créez un nouveau dossier, je vais l'appeler projet démonstration. Je crée un projet et vous allez sauvegarder votre projet QGIS dedans, d'accord? Démonstration. Il y a deux formats de projets différents pour QGIS, QGZ et QGIS. QGIS file. Moi, je vous conseille le QGIS file, mais vous pouvez prendre le QGZ, c'est pareil. Et je sauvegarde. Pourquoi créer un projet, un dossier avec un projet dedans? Parce que dedans, on va générer de nouvelles couches, on va les mettre dans ce projet QGIS. Comme ça, quand quelqu'un voudra voir votre projet QGIS, vous lui donnerez le dossier avec le projet QGIS et toutes les couches, et il pourra les voir de façon rapide et précise. Alors que si vous mettez le projet QGIS dans un endroit, dans un dossier, et les couches SIG dans un autre dossier, quand vous allez fournir le projet QGIS à quelqu'un, vu que les couches, il les retrouvera plus, les couches ne seront plus visualisables dans le projet. Donc j'ai créé mon nouveau projet, projet de démonstration, et voilà, il est là. Très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer comment, premièrement, importer des couches. Pour importer des couches, vous allez dans Layer, enfin moi c'est en anglais pardon, mais c'est couche pour vous, ajouter une couche, et ajouter une couche vecteur, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une couche de dessin. Vous avez aussi d'autres formats de données, des couches raster, donc des images, des meshes sont des données 3D, des données texte sont des données CSV ou des données texte, des données PostGIS, j'en ai pas parlé, extrêmement important, c'est que les QGIS peut se connecter directement à un système de gestion de base de données, qui peut être PostGIS, SQLite, MySQL ou autre. Donc, ou Oracle. Donc ça c'est super important, ce qui permet aux gens de se connecter à des bases de données, de pouvoir modifier la donnée au sein de bases de données. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est là le plus puissant. Donc des données spatiales, MySQL, DB2 sont des formats de base de données. Créer des couches virtuelles, c'est des couches temporaires avant de les jeter. Ajouter des web services, se connecter à des services ArcGIS, et ça sont les web services. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ajouter une couche vecteur, d'accord? Vous pouvez aussi passer par là, c'est exactement la même chose, ajouter une couche ici, et là vous choisissez vecteur. Donc vous pouvez importer soit des fichiers contenus dans un dossier, soit des bases de données, soit des données contenues dans le cloud, d'accord? Donc voilà, nous on va importer un fichier simple, je clique sur mes trois petits points, et je vais importer, allez hop, je vais importer mes données cadastrales. Des données cadastrales, donc la section. Alors on va importer mes sections, on va importer mes parcelles. Voilà, mes parcelles. Voilà. Et voilà. Et il m'a importé mes parcelles.
Je sauvegarde mon projet. Je ferme mon projet. Je vais mettre un nouveau vierge. Voilà. Maintenant, je dis merde, je vais retrouver mon projet où il est. Je vais dans ouvrir. Je retourne à l'endroit où j'ai sauvegardé mon projet. Hop, hop, hop. Je l'ouvre. Et voilà. Et je vais retrouver ma couche. Donc si je mets plein de couches, il va retrouver toutes mes couches. D'accord? Donc dès que vous faites une modification, vous rajoutez une couche, vous modifiez les couleurs, etc., etc., il faut absolument penser à sauvegarder votre projet. Si vous le faites, si vous travaillez pendant 2 heures et que vous ne sauvegardez pas votre projet et que vous fermez votre projet QGIS, vous allez perdre toutes vos modifications. Il existe un plugin qui s'appelle Autosaver et qui vous permet qui sauvegardera automatiquement vos projets de manière automatique à un intervalle de temps régulier. Je vous présenterai ça tout à l'heure. En termes d'import de couches, je vais vous montrer. J'ai importé un fichier. Il existe tout un tas de formats, d'accord? Je vais vous montrer tous les formats que QGIS est capable d'importer. Voilà, il y en a pas mal, d'accord? Il y a des formats base de données SQLite, il y a des dumps de PostgreSQL, il y a des formats MapInfo, il y a des formats KML qui proviennent de Google, il y a des formats GPX qui proviennent de données de GPS, il y a le format EDGEO pour les données cadastrales, et il y a des formats AutoCAD ici, comme vous voyez. D'accord? Vous pouvez aussi importer des formats Excel, d'accord? Il y a ici. C'est ça, c'est du format Excel classique. Voilà. Moi, j'ai importé une donnée en shapefile, d'accord? Esri shapefile, qui est le format de données le plus commun au monde, du point de vue SIG. Esri shapefile, comment ça se présente? Alors attention, les formats SIG c'est très particulier. C'est pas comme un Word où j'ai un point docx ou un XLSX. Je vais vous montrer. Le format shapefile est composé de 4 fichiers différents. Je vais vous montrer. Voilà, là j'ai un format shapefile qui est ici, .shp. Mais un format shapefile est constitué en vrai de 5 fichiers différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux donner ma couche SIG à quelqu'un, il faut que je copie les 5 données, les 6 même, et que je lui envoie les 6 données. D'accord? Elles ont toutes le même nom, mais pas les mêmes extensions. Un format shapefile est constitué d'un point shapefile, mais d'un point SHX, un point DBF, un point QPG, un point PRJ et un point CPG. D'accord? Si vous donnez à une personne que le point shapefile, ça ne va pas marcher. Il va prendre le point, mais ça, il va rien se passer de son côté sur son SIG. Quand vous transférez un point shapefile à quelqu'un, il faut tout lui transférer. Idem si vous utilisez du pointable chez MapInfo. Il y a plusieurs fichiers différents. Très très important. Très 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 important cet élément. Donc, vous voyez, là j'ai un autre point shapefile, les parcelles. C'est classé, elles ont toutes le même nom, mais pas la même extension. C'est le format shapefile qui est constitué de 6 couches différentes. D'accord? Là j'ai importé une couche, et comme je vous ai dit, je n'ai pas fait ce que j'ai dit, ma couche ne se situe pas dans le même projet, dans le même dossier que mon projet. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Elle se situe dans un dossier, alors que mon projet se situe dans un autre. C'est très mauvais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma couche. Je vais aller dans le dossier qui contient ma couche. Elle est en l'occurrence ici. Je la copie. Je vais copier celle-là. Copie tout. Alors je suis sur Linux, mais vous pouvez faire pareil sur Windows. Et je vais la mettre dans mon projet de présentation. Voilà. Et maintenant, si je vais dans mon projet de présentation, voilà, vous voyez les 6 fichiers constituant un fichier shapefile. D'accord? C'est le fichier par défaut. Je ne vais pas me dire par défaut parce que c'est le GeoPackage, mais c'est un des formats de fichier SIG par défaut. Donc maintenant que je l'ai importé, je vais pouvoir retourner ici, données vectorielles, projet de démonstration et importer mon fichier .shp, mon format .shp. Je peux aussi mettre ici shapefile et là voilà, il ne restera plus que le SHP. Mais un fichier shapefile constitué de 6 fichiers. Si vous en manquez un, ça ne fonctionnera pas. Je sélectionne et j'ajoute. Parfait. Donc là, je suis cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. J'ai un projet QGIS avec des fichiers de données associés dans un même dossier. Et je sauvegarde le projet. Super.
Ça, c'est extrêmement important. Donc là, on a importé une couche, d'accord? Cette couche se caractérise par une projection, donc une géolocalisation, une table tributaire des informations qui la caractérisent, et un dessin. En l'occurrence, le dessin, c'est le polygone ici. Si je fais clic droit propriété, j'ai accès à toutes les caractéristiques de ma couche. Là, je vais dans l'information, j'ai format Esri Shapefile, nature de la géométrie du dessin polygone, et projection s'appelle EPG 8857 WGS 84 pseudo Mercator Projected. C'est le nom de la méthode de géolocalisation qui a été utilisée pour dessiner le fichier. Je répète, pour géolocaliser un fichier, il lui faut lui attribuer des coordonnées XY. D'accord? Il existe plusieurs formats pour les coordonnées. En France, on en a un, aux États-Unis, ils en ont un, etc., etc. Ce format de coordonnées s'appelle un système de coordonnées de référence. Ce système de coordonnées de référence a un nom. En l'occurrence, il a un code, le PSG 3857 et WGS 84 pseudo Mercator Projected. C'est le nom de la projection qui sert de format aux coordonnées qui ont été utilisées pour géolocaliser le dessin. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas un bon système de coordonnées, votre couche va être mal géolocalisée et de ce fait inutilisable. Quand on vous donne un fichier, il faut toujours demander le système de projection, le géoréférencement, tout le temps. Quand quelqu'un vous donne une couche SIG, vous demandez le système de projection. Classique, clair et net. Si vous n'avez pas ce système de projection, QGIS peut le retrouver, on va dire, de façon un peu intuitive, mais il peut se bourrer aussi, il peut se tromper. Et auquel cas, si on vous donne un fichier SIG sans la bonne projection, sans le bon système de référence de coordonnées, c'est mort. La donnée est inutilisable. Moi, on m'a donné une donnée, on m'a dit, voilà, Karim, voici le parcellaire de la commune Toit-sur-Var, il est en EPSG 4326. Super, écrit 4326. Je fais clic droit propriété. Je vérifie bien que là, il y a écrit 4326. Là, il n'y a pas écrit 4326, vous voyez. On m'a donné une couche, et QGIS, lui, n'a pas, dans la volet source, la partie ici permet de définir le système de référence de coordonnées. Ici, on voit qu'il n'a pas trouvé le bon système de référence de coordonnées. On m'a dit quand même c'est du 4326, EPJ 4326. Moi, il me dit 3857. Je vois que c'est pas le bon. Je vais dans Select CRS ici. Je tape 4326 dans ma barre. Ici. Je sélectionne ici et je fais OK. Et là, il a sélectionné le bon système de géolocalisation. Et je dis OK. Je sauvegarde. Donc quand on vous donne une couche SIG, demandez bien le système de référencement qui permet la géolocalisation. Et une fois que vous la donnez, vous allez sur la couche, vous faites clic droit propriété et vous vérifiez dans le volet source que ce qu'on vous a dit comme système de référencement, c'est celui qui a bien été trouvé par QGIS. Si c'est le cas, vous ne touchez à rien. Si ce n'est pas le cas, vous allez ici et vous sélectionnez le bon. D'accord ? Extrêmement important. Alors ça peut vous arriver que dans le SIG, vous utilisez un SIG, vous avez perdu votre couche. Je sais pas où elle est. Faites clic droit, zoomez sur la couche. Zoomez sur la couche. Alors attendez, juste pour info. Alors là, je remets 3857, mais ça c'est pour moi. Parce qu'en fait, le vrai bon, c'est pas de 86 3857. C'est juste pour l'exemple. Donc là, voilà, j'ai perdu ma. Là, je suis sur ma couche. Maintenant, bon, on verra pour la navigation tout à l'heure. Voilà, donc très important. Ensuite, ça c'est QGIS. Il peut arriver qu'on vous donne une couche en 4326, c'est-à-dire en WGS 84, et une autre couche, les géomètres travaillent et tout, en CC44. C'est leur propre système de géolocalisation, leur propre système de projection. Vous avez deux couches avec des modes de géolocalisation différents. Donc normalement, ces deux couches ne se superposent pas. Pourquoi? Parce qu'une a un format de coordonnées et une autre a un autre format de coordonnées. Heureusement, QGIS est intelligent et il effectue ce qu'on appelle une reprojection à la volée, c'est-à-dire qu'il va convertir les deux couches dans un système commun qui va lui permettre de les géolocaliser et donc de faire qu'elles se superposent correctement, en tout cas qu'elles se géolocalisent au bon endroit l'une vis-à-vis de l'autre et pas qu'elles se situent nulle part. Donc cette projection à la volée se fait par QGIS et ici vous avez
Et la projection qu'il va choisir, si vous avez deux couches de format de coordonnées différents, avec des systèmes de projection différents, il va en choisir une qui est définie ici. Qu'est-ce que c'est ici? Ici, c'est le système de projection du projet QGIS. Vous pouvez avoir une couche en WGS84, une couche en CC44, et lui va vous convertir ces deux formats de données dans un format de données commun pour les deux, et là, il a choisi le 3857. D'accord? Donc moi, je clique dessus. Si ça me va, ça me va. Si ça me va pas, moi je préfère le 2154. Pourquoi? Vous allez voir. Voilà, vous allez voir, c'est un peu moins tassé, c'est un peu moins tiré. Voilà. Très très important, on vous donne une couche, vous vérifiez la projection, le système coordonnées référence, et là vous avez une autre projection qui est la projection du projet QGIS et non pas des couches. Très très important. Donc je continue, ma couche se caractérise par un dessin, en l'occurrence des polygones, une projection qui lui permet d'être géolocalisée et des données attributaires qui caractérisent cette donnée. En l'occurrence, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9 données, 9 colonnes, donc 9 caractérisations de couches. Chaque colonne a ses propres informations. Un, il y a l'identifiant de la commune, un de la section et de la parcelle. D'accord? Donc ça aussi c'est très important quand on vous donne une couche. On peut vous donner de la donnée codée. D'accord? Ça peut arriver. Par exemple, typiquement, là, j'ai contenance. Peut-être je donne la donnée à un de mes collègues qui travaille dans un autre domaine, il ne sait pas ce que ça veut dire contenance. Donc, quand on vous donne la donnée, vous ouvrez la table attributaire. Typiquement, je fais clic droit, ouvrir la table attributaire, et vous vérifiez son contenu. Si on vous donne une donnée avec un super dessin bien projeté, mais avec aucune donnée caractérisation, aucune donnée attributaire, ça ne sert quasiment à rien. L'intérêt du SIG, c'est d'avoir des données attributaires très détaillées, très denses, afin de pouvoir caractériser au mieux l'information et de pouvoir faire des traitements de plus en plus poussés, très poussés. Donc quand on vous donne données SIG, donc dites, voilà, moi je vous donne SIG avec telle colonne pour avoir des informations précises pour chaque objet. Vous voyez, la couche SIG ici est constituée de plusieurs objets. 1, 2, 3, 4. En l'occurrence, si je sors combien d'objets, je fais clic droit. Montrez-moi le nombre d'individus. Il y a 1896 objets dans cette couche-là. C'est énorme. Donc chaque objet a une ligne qui lui correspond dans le tableau. Ce qui permet d'être caractérisé. Quand on vous donne une donnée SIG, vérifiez bien le contenu de la table d'attributaire pour voir s'il correspond à vos attentes. S'il y a des données codées, d'accord? Donc il faut qu'on vous fournisse avec cette donnée des métadonnées. Qu'est-ce que des métadonnées? C'est le descriptif de la donnée. On vous dit, voilà, ce champ-là, c'est le champ commune et dedans, il est rempli avec les codes INSEE. Ce champ-là, c'est le champ section. Celui-là, c'est le champ numéro de la parcelle. Ce champ-là, c'est le contenance qui correspond à la contenance cadastrale en mètres carrés de chaque information. Ça, c'est le champ création. D'un point de vue SIG, ce n'est pas la date de création de la parcelle. C'est très, très important. Là, vous pouvez croire que c'est la date de création de la parcelle, alors que pas du tout. C'est la date de création du fichier SIG de la parcelle, en l'occurrence 2012, qui a été mis en 2014. Très très important. Il vous faut, à côté d'un fichier de données, d'une table attributaire, il vous faut un document qui contient les métadonnées de la couche, avec le descriptif de la couche, comment elle a été dessinée, créée, par qui, à quelle date, et le contenu, la description de chaque colonne. Très très important. Ce fichier métadonnées peut vous être fourni en PDF, en Word, ça il n'y a pas de souci. Mais par contre, il vous le faut. Si demain je vous donne une donnée SIG sur, j'ai n'importe quoi, l'hospitalisation des patients dans le cas du Covid-19, c'est une donnée avec beaucoup de colonnes et le contenu des colonnes est codé, d'accord? Il y a ABC dans chaque colonne comme valeur, 1, 2, 3 pour chaque colonne. Si je vous dis pas quoi ça correspond le 1, le 2 ou le 3, le 1 c'est contaminé mais qui n'a pas eu de problème, le 2 contaminé en réanimation et le 3 contaminé mais mort. Si je vous dis pas quoi correspond au 2, 3, la donnée est inutilisable car codée. Un document de métadonnées vous permet d'avoir le descriptif de cette donnée. C'est très très important. Sans les métadonnées, vous ne savez pas à quelle date la donnée a été réalisée, par qui, comment et quel est son contenu. Une donnée sans fichier métadonnées, c'est une donnée morte. Très très important. Les métadonnées sont importants. Je sauvegarde mon projet. Comme vous l'avez vu, j'ai importé un fichier Excel. Quand j'importe un fichier Excel, il me l'importe avec des couleurs aléatoires. D'accord? Là, c'est marron. Si je réimporte encore un fichier Excel, un fichier SIG, je vais me le réimporter encore. Là, il me l'importait en rouge. Voilà.
on va mettre en forme les données, mais c'est très important de prendre en compte ça. Que les données sont aléatoires et ne correspondent à rien de prime abord. Donc, ma donnée SIG est caractérisée par un dessin, une géométrie, en l'occurrence polygone, une table attributaire avec des colonnes, et enfin, un système de projection qui permet la géolocalisation de la couche. Quand on vous donne un fichier, regardez bien les colonnes et le contenu de la colonne, pour voir s'il n'y a pas eu de problème, etc., etc. De même, quand on vous donne un fichier SIG, vous faites clic droit, propriété, vous allez dans champ, et puis vous pouvez voir toutes les colonnes, d'accord. Vérifiez bien que la nature de la colonne, le type de la colonne, correspond bien à ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire, j'ai un champ date, très bien écrit date. J'ai un champ contenance cadastrale en mètres carrés, c'est bien des chiffres. J'ai bien une section et un numéro de parcelle, ce sont bien du texte. C'est très important. Si on avait mis le champ contenance cadastrale en texte, j'aurais pas pu faire des traitements de calcul de surface, etc., des moyennes, etc., tout ce qui est inhérent aux données nombres, entre guillemets. Donc faites bien attention, les éléments qui doivent être en texte, que les éléments qui doivent être en texte soient en texte, et les éléments qui doivent être en chiffres sont en chiffres, les éléments qui doivent être en date sont en date. Si c'est pas le cas, si vous avez des dates en texte, vous n'allez pas pouvoir faire des analyses de données temporelles. Si vous avez des chiffres en texte, vous n'allez pas pouvoir faire des analyses quantitatives, etc., etc. Très très important. Là, on est dans la qualité de la donnée, vraiment. Donc là, j'ai importé une couche SIG, super. Donc, j'en virerai une, je vais virer celle-là. Supprime, voilà. Maintenant, je vais importer les sections cadastrales et les bâtiments. Pareil, vecteur. Donc là, on est en Esri Shapefile. Super. Je vais importer les bâtiments et les sections. Là, il m'importe les sections et là, les bâtiments. Encore une fois, avec des données complètement aléatoires. Ça marche par système de couches. Le premier était affiché en haut. Là, vous voyez, les bâtiments sont masqués, les parcelles sont masquées. Si je mets les bâtiments par-dessus, je vais avoir les bâtiments qui s'affichent. Là, on va zoomer. Super. Si je mets les parcelles entre les deux, je vais avoir les bâtiments sur les parcelles. Super. Je sauvegarde. Alors, attention. Là, j'ai pas mis les parcelles et les bâtiments dans le même dossier que le projet QGIS, mais j'aurais dû. Mais c'est juste que là, pour faciliter, pour la vitesse, j'aurais dû copier ma couche bâtiment et ma couche parcelle dans ce dossier-là et les rouvrir ensuite. Voilà, toujours des couleurs, superbes couleurs, vert, marron, violet, c'est de l'art. Donc voilà, donc là j'affiche des données. Pareil, si j'ouvre la couche bâtiment, je vois les données attributaires. Vous voyez, typiquement, dans le cas d'une donnée codée, j'ai type de bâtiment 01, 02. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai pas la fiche métadonnées, je ne sais pas. 01 c'est bâtiment dur, 02 c'est bâtiment léger. Très très important. D'où l'importance d'avoir un fichier métadonnées. Vous voyez, comme les données sont bien géolocalisées, elles se superposent les unes par rapport aux autres. D'accord? Parcelle, section. Je vérifie le système de projection de données. Là, vous voyez, voilà, avec les types de données. 4326. D'accord, c'est bien celui-là. Et lui aussi, c'est 4326. On est bon. Là, bah, j'ai apporté 3 couches SIG qui ont été faites par mes géomaticiens. Elles se superposent. Je suis content. Maintenant, la navigation. Comment je navigue dans une couche? Là, vous avez la petite main. Les outils de navigation sont là, mais les outils de navigation sont là aussi. Je prends la main, je clique, je maintiens enfoncé le clic gauche et je me déplace. Ici, avec le panneau zoom moins, je peux dézoomer. Je vais vous montrer quelque chose. Admettons que je me perde. Voilà, je ne sais plus où je suis. Je suis perdu. C'est horrible, j'ai perdu mes couches. Enfin, en tout cas, je suis perdu dans le vide interstellaire. Je vais cliquer sur une couche. Je fais zoomer sur la couche. Et je reviens sur mes couches. Clic droit, zoomer sur la couche. Je reviens sur mes panneaux de navigation. Vous avez le zoom plus, le zoom moins. Et vous avez la main pour vous déplacer.
Avec la molette de la souris, si je roule vers l'avant, je peux zoomer et dézoomer. Ça, ce sont les modes de navigation. Vous avez les outils de navigation ici. Vous avez les outils de navigation exactement les mêmes ici, si vous ne les retrouvez pas chez vous. Ça, c'est pour la navigation simple. Deuxième élément. Donc là, j'ai des outils de navigation. Je veux des outils d'interrogation. Je veux savoir, voilà, quelle est cette parcelle. Voilà. Je veux savoir quelle est cette parcelle. Là, quelle est cette parcelle? Pour cela, j'ai un petit i ici, que je retrouve aussi là, identifier les données. Je sélectionne ma couche parcelle, donc il faut qu'elle soit en bleu. Je clique sur mon petit i, je clique sur ma parcelle, et là j'ai les informations. Donc là, je suis sur la parcelle A56. D'accord? Je veux des informations sur ce bâtiment. Je clique sur bâtiment. Hop, il est compté en rouge, voilà, 01 bâti dur. Si je clique sur la couche parcelle et que je clique sur le bâtiment, vous voyez, il m'a sélectionné la parcelle qui contient le bâtiment, il ne m'a pas sélectionné le bâtiment. Pourquoi? Parce que je suis sur la couche parcelle. Si je recoche ma couche bâtiment et que je clique sur ma couche bâtiment, là j'ai les informations de ma couche bâtiment. Très important, quand je veux analyser une donnée, je sais que ma donnée dans la couche parcelle, je sélectionne la couche parcelle. Je clique, je prends le petit i identifié et je clique ensuite sur un objet. Et là j'ai l'information de cet objet. Très bien. Donc je reviens un peu à mon ensemble, à ma vue globale. Donc voilà, ça c'est pour les couches. Je peux faire des sélections. C'est l'intérêt d'avoir, un peu à l'image Excel, je peux faire des sélections. Et c'est l'intérêt d'avoir des données attributaires très détaillées. J'ouvre ma table attributaire. Typiquement là, on va faire clic droit, ouvrir la table attributaire. Deux moyens pour arriver au même résultat. J'ai ma table attributaire. Si je clique sur une colonne, je peux faire des tris. À l'image, à l'instar de ce que fait Excel. Là, je peux trier de la plus petite contenance cadastrale à la plus grande. Quelle est la plus grande parcelle? Je vois ici que celle-ci est la plus grande parcelle. Je clique sur la ligne. Elle apparaît en bleu et ma parcelle apparaît en jaune. D'accord? Donc je vais sur la table attributaire. J'ai fait une sélection attributaire. D'accord? Une sélection attributaire apparaît en jaune, contrairement au petit bouton i qui apparaît en rouge. D'accord? Là j'identifie, là je sélectionne. Typiquement, maintenant je veux faire l'inverse, c'est-à-dire je veux faire une sélection cartographique, je veux savoir à quoi correspondent ces deux parcelles. Alors je vais ici, je fais une sélection, j'ai par rectangle en dessinant un polygone ou à main levée ou par cercle. Tous ces outils-là sont aussi disponibles. Alors, ils sont aussi disponibles ici. Dans les outils de sélection, alors attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, ici, pardon. Dans édition, c'est sélectionner une identité. Je fais ça, je sélectionne mes deux petites parcelles, un petit rectangle, elles sont en jaune. Je réouvre ma table attributaire. Et les deux lignes jaunes apparaîtront en bleu dans mon tableau. Alors attendez. Je suis bien dans la couche parcelle. Alors c'est comme je passe vite, il doit nous sauter des yeux. Voilà, une ligne bleue, on a vu passer, et une autre que je ne vois pas passer parce que je vais trop vite. Vous voyez, c'est voilà, une autre. C'est très difficile de retrouver une entité parmi les 1800 quand on sélectionne une sur la carte. Il y a un petit bouton ici qui est super, mettre la sélection en haut, et voilà, mes deux lignes apparaissent ici, elles sont en bleu. Typiquement, si je veux désélectionner, je clique ici, désélectionner. Pour désélectionner, je peux aller ici, et je clique aussi sur désélectionner. Maintenant, je vais en sélectionner 3, 4, je réouvre mon tableau, je reclique sur envoyer en haut, et elles sont là les 4. Très bien, ça c'est pour faire des sélections cartographiques. Maintenant c'est bien, mais je cherche la parcelle A70.
Pour info, pour faire une sélection, il faut toujours, sur une couche, il faut toujours que cette couche soit sélectionnée. Si je vais sur la couche bâtiment et que je fais une sélection, il ne se passe rien pour les parcelles. Si je vais sur la couche parcelle et que je fais une sélection, ça apparaît en jaune. Maintenant, je sélectionne ma couche parcelle, je vais faire une sélection par attribut. D'accord? Ça savoir, je veux la parcelle AB à 76. Donc, je vais ici, je fais sélectionner par valeur, sinon je vais ici, et je fais sélectionner par valeur. Super. Je vais dans la colonne section, je vais mettre égal 2, et je vais mettre B. Il me trouve bien B dans la table déroulante. Et en numéro, je ne sais pas, je vais mettre, voilà, je mets un 4, il m'affiche toutes les parcelles avec un 4, je mets 104. Je mets égal. Et ensuite, je fais sélectionner. Et il me dit, j'en ai sélectionné une. Donc la B104, j'ai trouvé. Je fais zoomer sur la sélection. Elle est ici. Elle est ici. Voilà. On peut la voir, super, voilà. Donc, typiquement, ça me permet, cette module de me faire de recherche attributaire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'ai des données attributaires, je fais des recherches par rapport à ces attributs, et il m'affiche le résultat cartographique. Donc là, on est dans le mode sélection de données. D'accord? Donc ça fonctionne uniquement avec les données dites vecteurs, c'est des données de dessin, parcelles, ligne, polygone. Ça ne fonctionne pas avec les images. Maintenant, on va commencer. Je vais vous montrer comment importer un autre type de données. Je regarde mon projet QGIS. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un fond de carte. Parce que moi, j'ai besoin d'un fond de carte parce que je sais qu'il y a un fleuve, je veux voir le fleuve, etc., etc. Pour cela, je vous ai dit que dans QGIS, il y a une énorme banque de données de plugins gratuites. Pour les plugins, je vais ici. Je fais manage. Comment se présente l'outil plugin? Là, vous avez les plugins installés. S'ils ne sont pas cochés, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas dans l'interface de QGIS. Si vous les cochez, ils vont apparaître dans l'interface de QGIS. Ça sont les plugins que j'ai installés. Vous avez les plugins qui ne sont pas installés, c'est-à-dire des milliers. Vous avez les mises à jour de plugins disponibles. Vous avez la possibilité d'installer des plugins de façon manuelle. Là, c'est de façon automatique. Il vous faut Internet pour télécharger les plugins. Et là, ce sont les paramètres, on s'en fout. Moi, je veux un plugin qui me permet d'apporter des fonds de carte. Donc je l'appelle, je sais qu'il s'appelle, le meilleur plugin pour les fonds de carte s'appelle Quick Map Service. Donc vous allez dans tout, vous écrivez Quick, vous sélectionnez Quick Map Service et vous l'installez. Moi, pour l'occurrence, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le refaire, mais vous l'installez. Une fois que vous avez l'installé, il va apparaître dans la catégorie installé et coché. S'il n'est pas coché, cochez-le. Donc vous pouvez faire un tour, vous voyez, il y a des milliers de plugins pour tous les domaines. Si vous avez un traitement que vous cherchez que vous ne trouvez pas, allez dans la banque de plugins et tapez le nom du traitement que vous cherchez, vous allez certainement trouver un plugin associé. Très bien, donc j'ai installé mon plugin, Quick Map Service. Maintenant je vais dans Web, il est ici, Quick Map Service, je vais dans OpenStreetMap et OpenStreetMap Standard. Et voilà, il m'a apporté mon fond de carte. Super. Donc là, j'ai un fond de carte. C'est une image raster qui est référencée, géolocalisée. C'est pour ça que se superpose parfaitement à mes couches. Et qui n'a pas de données attributaires. C'est-à-dire que typiquement, si je vais dessus, je ne peux pas faire apparaître de table attributaire. Contrairement à mes sections, quand je fais clic droit, je peux faire apparaître la table attributaire. Voilà, là j'ai mis une section, il y a deux sections, il y a la table attributaire. C'est normal, c'est un dessin. Super, donc là j'ai fait quoi? J'ai ajouté un fond de carte, une image raster et 3 couches vecteurs. Maintenant c'est super, on m'a donné ces données, moi je veux rajouter ma couche ligne de bus. Et là je vais la créer, d'accord? Donc là on va créer une couche de ligne de bus, donc c'est quoi? Dans son dessin on a le choix soit des lignes, soit des points, soit des polygones. En l'occurrence, ma couche de ligne de bus va être un fichier ligne. Et je dois aussi rajouter les arrêts de bus. Et là, les arrêts de bus, ça va plus être un fichier de points.
D'accord? Donc on va créer, cette fois-ci, on va créer des données. Je vais montrer comment créer des données au travers de QGIS. Alors là, ça va faire 1 heure de vidéo. Je fais une petite pause et je reviens dans 5 minutes. Je suis de retour. Donc là, on va créer des couches. Alors pour créer des couches, c'est pas compliqué. Il faut aller dans Layer, donc couche, et créer une couche. Alors le format par défaut officiel de QGIS, c'est GeoPackage. Au risque de m'aliéner mes collègues, je vais passer par le shapefile. Vous avez aussi une couche base de données, des couches temporaires et des couches virtuelles. D'accord? Donc les couches virtuelles, je regarde un peu pour moi en fait, par curiosité, je suis jamais allé, mais ouais, d'accord. Faut regarder c'est quoi la différence entre couches virtuelles et couches temporaires. Okay. Peu importe, c'est pas l'heure. Donc layer, create layer, on va mettre shapefile. Donc là, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande un nom de fichier, une localisation. Alors comme je vous ai dit, on va mettre notre fichier dans notre projet base de données. Et là, on va l'appeler ligne de bus. Voilà. Super. L'encodage du TF8, bon, vous pouvez laisser. Là, le type de géométrie, comme vous imaginez la ligne de bus, ça va être une ligne. Et ensuite, on va choisir une projection. Donc comme je vous ai dit, une projection, là comme on l'a créé, on peut lui attribuer celle qu'on veut, on va mettre WGS84. Alors, je reviens dans 1 minute, il y a un petit réglage à faire et je reviens.
Pardon, désolé. Donc là, je crée ma couche. Donc voilà, donc là, une ligne de bus ligne. Le système de projection qui permet la géolocalisation, je peux définir celui que je veux. En France, on utilise le 2154, le PSG 2154. Si vous ne la trouvez pas dans la liste, vous cliquez ici et vous mettez 2154. Il est ici, tout beau, tout neuf, et je fais OK. Nickel. Donc j'ai une projection, j'ai une géométrie, un dessin, ligne, je sais où je sauvegarde, j'ai une projection qui permet la géolocalisation, c'est le 2154, et j'ai des colonnes. Alors là, j'en ai pas beaucoup, j'ai co-identifiant, je vais en rajouter un. Je vais mettre nom underscore ligne pour le nom de la ligne. Ça va être du texte, et je l'ajoute. Alors attention, pas d'espace, pas d'accent, pas de caractère farfelu, le plus court possible, s'il doit y avoir un espace, c'est un underscore. Je vais ajouter, on va dire, nombre de passagers moyen. Nombre de passagers. Alors vous êtes limité à 7 caractères dans les nombre de dans les noms de colonnes. D'où le fait d'avoir des métadonnées, parce que vous ne pouvez pas tout écrire de façon claire. On va mettre passager quotidien. Passager. Vous imaginez, je mets passager quotidien, et puis je donne ça à quelqu'un, il voit ça, passcode, c'est pas ce que ça veut dire, c'est perdu. C'est du numérique, donc je mets bien un nombre. Ou un nombre entier, donc il n'y aura pas de demi-passager si vous voulez. Si c'est du décimal, mettez décimal. Alors attention, on va faire décimal pour que je vous sensibilise à quelque chose. Quand vous allez vouloir créer des nombres décimaux, vous allez avoir une longueur et une précision. La longueur, c'est votre nombre total de chiffres. Typiquement, si je mets 3, ça va aller jusqu'à 999 en longueur. Si je mets précision 2, ça veut dire qu'il va y avoir 2 chiffres après la virgule. En l'occurrence, vous n'allez plus avoir 999 comme valeur maximum, mais 9,99. Pourquoi? Parce que j'ai le droit à 3 chiffres, 999, mais 2 chiffres après la virgule, ça fait 9,99. D'accord? Donc faites attention, si je mets 5, c'est-à-dire qu'en théorie je peux monter jusqu'à 10 000, jusqu'aux dizaines de milliers, mais si je mets 2 chiffres après la virgule, je serai qu'aux centaines. Je serai qu'aux centaines avec 2 chiffres après la virgule. Je pourrais aller jusqu'à 999,99. Voilà. Ça c'est une petite précision. Quelle est la différence entre la longueur? La longueur c'est le nombre total de chiffres, et la précision c'est le nombre de chiffres après la virgule. Mais si je mets 5 et 2, ça va pas m'en faire 7 de chiffres au total, d'accord? Ça va en faire 5, donc une centaine, virgule, 2 chiffres décimaux. Donc là, je rajoute cette colonne. On va laisser en décimal, c'est pas grave. Bon, voilà. Et je peux faire OK. Si jamais j'oublie de rajouter des colonnes, je pourrais le faire par ailleurs, ne vous inquiétez pas. Par contre, la nature de géométrie, je ne pourrais pas la changer. Une fois que c'est défini comme ligne, c'est défini comme ligne. Là, juste pour info, d'autres dimensions, Z, c'est si vous voulez mettre la troisième dimension. Là, c'est pas le cas, on est qu'en 2D, donc voilà. Donc 5, 5, voilà, je peux ajouter d'autres chiffres, d'autres colonnes, je peux le faire après. Donc, par contre, ça, tout ce qui est des informations qui sont ici, la projection, etc., je peux pas les changer. Je fais OK. Super, j'ai créé une couche ligne. Comme vous. Aujourd'hui, si j'ouvre la table attributaire, il y a bien mes informations, mais elle est vide puisqu'il n'y a encore aucune entité dessinée. Et je vais dessiner mes entités. Pour dessiner des entités, vous allez voir, c'est ici. Vous avez un petit crayon Editing, un petit crayon pour dessiner. Donc si je vais dans Edit, ici, si je vais dans Layer, il est ici, dans Couche, il est ici le crayon. Et je clique. Une fois que je mets en édition, le petit crayon coché et un petit crayon qui apparaît. D'ailleurs, on voit que les couches polygones ont des carrés, la couche ligne a une ligne. C'est normal pour savoir quel type de géométrie. Une fois que j'ai coché un petit crayon, j'ai ajouté une ligne. Donc je vais ajouter une ligne. Par ailleurs, vous voyez que je mets la couche ligne tout en haut parce que si j'avais mis en dessous des parcelles, etc., ça n'aurait pas été visible. Donc je mets une couche ligne. Je zoome. Voilà. Alors c'est faux hein, ce que je vais dessiner, mais c'est pas grave. On va dire que ma petite couche ligne, elle est là, 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 là. Si vous êtes bloqué, vous maintenez la molette de la souris enfoncée, vous vous déplacez. Voilà, là, 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 là et là. Une fois que c'est fini, je fais clic droit. Mon dessin s'achève, et là, vous voyez, il me demande de remplir les attributs. Donc, identifiant 1, ligne de bus, ligne 1, et passager quotidien, 90. Je fais OK.
Ma ligne est là. Si j'enlève mon fond de carte, ma ligne est là. Super. Je vais redessiner une deuxième ligne. Bon voilà, je me déplace, je dessine une deuxième ligne qui va faire ça, ce qui n'est pas possible mais c'est pas grave. Tac, 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 clic droit. Là je fais OK et je n'inscris rien. Si j'ouvre ma table attributaire, vous voyez, il y a la première et la deuxième. Typiquement on voit 90,92. C'est pas grave, je peux remplir a posteriori. Je mets 2, ligne 2, 50. D'accord. Une fois que c'est fini, je veux sauvegarder la couche, je clique bien ici. Sauver l'édition des couches. Une fois que j'ai sauvegardé, les données sont sauvegardées en dur. Si j'enlève le petit crayon, la couche n'est plus modifiable. Les éléments de modification sont inscrits ici. Si je veux remodifier une couche, je sélectionne ma couche, c'est-à-dire qu'elle doit être en bleu, je clique sur le petit crayon et j'ajoute une entité. Là, je vais ajouter une troisième entité. Clic droit. Je rajoute 3. Nom, ligne 3. Passager quotidien, 50. Ah mince, j'ai fait une erreur, c'était pas 50, c'était 25. Je fais clic droit, j'ouvre la table attributaire. Pardon, je suis trompé. Clic droit, j'ouvre la table attributaire. Et là, je clique sur la bonne cellule et je mets 25. Je sauvegarde et je ferme. D'accord? Maintenant, je veux modifier le tracé. Je me suis trompé, il ne va pas jusque là, mais il va jusque là-bas. Je clique sur ma couche ligne de bus, je clique sur mon crayon, et là j'ai un petit élément Vertex Tool. Si je clique, vous voyez des points, vous voyez les points apparaître là. Les points s'appellent des vertex. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je dessine, j'ai fait un clic là, un clic là, un clic là, 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 les points apparaissent. D'accord? Typiquement, je vais dessiner une nouvelle ligne, je vais vous montrer un peu. Voilà, un vertex, deux vertex, trois vertex. À chaque clic, ça me crée un vertex, d'accord? Voilà, je fais clic droit, OK. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire 4. 4. Et je vais mettre passager quotidien 30. OK. Si je prends mon outil de vertex et que je clique là, vous voyez qu'à chaque clic, ça m'a créé un point, donc un vertex. Un point, c'est juste un clic quand j'écris ma couche. Là, je veux modifier ma couche, je reviens à terre, je clique sur un point, un seul clic, je me déplace, je fais un autre clic, il m'a étendu le trait. Là, je me dis, ah ouais, mince, mais j'aimerais bien avoir un point pour le modifier. Si je passe ma souris juste au-dessus de la ligne, il y a une petite croix qui apparaît, je clique sur la croix, une fois, je me déplace, je reclique sur la croix, ça a modifié mon tracé. Très bien. Maintenant, je clique sur ce tracé et je veux le supprimer, je me suis trompé. Je clique sur le tracé, je mets ma souris par-dessus, je clique sur supprimer. Ah, pardon, non, c'est pas ça. Hop, hop, j'ai fait n'importe quoi. Fermez vos yeux, fermez vos yeux. Donc voilà, donc je reviens. Là, j'ai ma couche. Voilà, tac. Voilà, donc là, j'ai modifié mon tracé. Donc pour modifier le tracé, c'est ici, c'est les vertex. Je sauvegarde. Maintenant, je me suis trompé, cette ligne-là est fausse. Donc je vais dans sélection, comme tout à l'heure. Je sélectionne ma ligne. Et là, vous avez la petite corbeille, supprimer la ligne sélectionnée. Supprime la ligne sélectionnée. Attends, je reviens dans une minute.
Donc du coup, si je veux modifier un trait, il faut que je sélectionne ma couche, je la mette en édition. Si je veux supprimer un trait, je la sélectionne, et une fois qu'elle est en jaune, je peux la supprimer. D'accord? Ça, c'est une sélection cartographique. Si je ne veux pas sauvegarder mes suppressions, je me suis trompé, je ne sauvegarde pas, je clique sur le petit dessin, c'est la petite croix, vous sauvegardez les changements, fermez sans sauvegarder, et voilà. Parce que je n'ai pas sauvegardé mes suppressions. Tant que je ne sauvegarde pas mes modifications, ici, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, si j'ai créé des données mais que j'ai pas sauvegardé, c'est pas bon. Mais si j'ai fait des erreurs de suppression, c'est pas grave. Je peux aussi directement modifier les données dans un tableau attributaire. Je sélectionne une ligne, je clique ici, et je la supprime. D'accord? Je ne vais pas sauvegarder parce que je veux garder ma ligne. Voilà. Donc QGIS, dans les données vectorielles et dessins, vous êtes toujours sur volet attributaire et cartographique. C'est ce qui fait la force du SIG. Maintenant, je clique, je vais ajouter une colonne, parce que tout à l'heure j'ai oublié. Je clique ici, et là j'ai un volet nouvelle colonne. Je clique dessus, je peux recréer une colonne que je n'avais pas mis avant. Nombre arrêt. Donc c'est un nombre. Donc un nombre entier. Je vais mettre 2. Je fais OK. Il m'a rajouté la colonne pour tout le monde. D'accord? Donc là je peux mettre nombre d'arrêt pour la ligne. 2, 5, 4, 3. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde et je ferme. Parfait. Alors voilà comment créer une couche. Maintenant, je veux modifier une couche existante, typiquement ma couche parcelle. Je clique dessus, je clique sur le petit crayon, et là, vous voyez, je peux créer non pas une ligne, mais un polygone, c'est normal, c'est une couche polygone. Si je vais sur la couche ligne et que je mets une édition, j'ai une ligne. Si je vais sur la couche polygone, j'ai un polygone. Pareil, donc je vais créer une nouvelle parcelle. Je fais plein de clics, je fais clic droit pour terminer le dessin. Et vous voyez, j'ai toutes les informations avec ma parcelle. Je fais OK, je ne vais pas remplir. Et il m'a créé une nouvelle parcelle. D'accord? Une fois que c'est bon, je valide et je ferme. Inversement, une fois que c'est bon pour ma ligne, je valide et je ferme. Je vais créer une dernière couche qui va être ma couche arrêt, donc un fichier point. Je vais dans couche, créer une couche, nouvelle couche shapefile. Donc je fais comme tout à l'heure, je la mets dans le même dossier que mon projet, je l'appelle arrêt de bus. Je fais en le format shapefile. Super, je sauvegarde. Cette fois-ci, c'est bien une couche point. La projection, je vous l'ai dit en France, c'est mieux que ce soit du 2154. Je rajoute un nom. Je vais l'appeler nom arrêt. Hein. Nom arrêt. Est-ce que l'arrêt est PMR? J'ajoute, c'est toujours du texte. Et puis je vais mettre un PMR et puis un autre nombre de panneaux publicitaires. Donc là c'est du chiffre et j'ajoute. Super. Je fais OK et je sauvegarde. Et là j'ai ma couche arrêt de bus. Cette fois-ci c'est un point qui apparaît. Idem, je vais rajouter des points, je clique sur le petit crayon, je clique cette fois-ci sur ajouter non pas une ligne, non pas un polygone mais un point et je place mes arrêts. Là, il me demande le nom, je le mettrai après, c'est pas grave, si je peux montrer à manip, OK, 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 et je fais OK. Super, je sauvegarde. D'accord? Donc là, voilà, donc là j'ai rajouté mes arrêts de bus. Si je prends mes arrêts de bus et que je les mets sous ma couche fond de carte, pour vous montrer, ils ne vont plus apparaître. Pourquoi? Parce qu'ils vont être masqués par la couche fond de carte. Donc attention à l'ordre des couches. Il se peut que la couche soit présente bien géolocalisée, mais comme elle est cachée par une autre couche, vous ne la voyez pas. En général, c'est tout en haut les points, en dessous les lignes, et enfin en dessous les polygones, et en dernier ressort, les fonds de carte. Dans l'ordre des couches. Après, c'est vous qui voyez, suivant les besoins de votre projet de représentation. Voilà. Donc là, on a vu comment créer une couche, je vous ai vu comment modifier. Là, on a rajouté un élément. Je veux modifier la localisation d'un arrêt de bus. Je clique pareil sur le petit marteau. Je sélectionne mon arrêt de bus, j'ai fait un clic, et là je me déplace, je fais un autre clic et je déplace mon arrêt de bus. Je fais un clic, je me déplace, je fais un autre clic
clic gauche et je déplace mon arrêt de bus. Pareil, je veux modifier une parcelle. C'est important que vous avez fini la modification, vous cliquez sur le petit crayon, vous sauvegardez, vous cliquez sur le petit crayon à la fin. Là, je vais sur ma couche parcelle, je clique sur le petit enclume, et là, vous voyez, j'ai tout le dessin de ma parcelle, et si je veux, je peux cliquer sur un point, le modifier, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà, j'ai fini ma modification. Idem, je peux faire des modifications attributaires dans la table si je le souhaite. Donc attention, quand vous modifiez tout. Hein. Voilà, là, préfixe, je peux mettre d'autres choses. Bon, je vais pas sauvegarder, mais bon, on peut sauvegarder. De toute façon, je sais que voilà, c'est un test. Une fois que j'ai fini, je clique et j'enlève. Je sauvegarde. Super. Si vous prenez le petit i, on va remettre en édition ma couche. Si je prends un petit i et que je clique sur une couche, vous voyez, il ne se passe rien. Elle n'est pas éditable. Ça va faire attention. Je peux cliquer ici pour avoir l'édition. Voilà. Et là, je peux mettre ma couche, modifier les informations attributaires. D'accord? Ici. Voilà. Je ferme et je ferme. Super. Voilà comment modifier des couches. Maintenant, j'ai mes couches, donc j'ai toutes mes couches, super. J'ai mon fond de carte. Et je voudrais en faire une carte. Et aujourd'hui, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Voilà. Et j'ai importé mes couches, j'ai créé mes couches. Et là, je vais mettre en forme mes données pour en faire une carte. Je vous laisse, je reviens dans 2 minutes.
Donc voilà, dernière partie, désolé. Dernière partie, la mise en forme de données et la création d'une carte. Alors la mise en forme dans QGIS, c'est quelque chose de, bon, dans tous les logiciels, c'est quelque chose de très chronophage. Vous mettez en forme un fichier Word, c'est chronophage. Vous mettez en forme un fichier Excel, c'est chronophage. Vous mettez en forme une carte un dessin Illustrator, une infographie Illustrator, Photoshop, c'est chronophage. Tout est chronophage quand ça rentre dans le domaine de la mise en forme. Dans QGIS, voilà, on peut mettre en forme des données. Donc je vais vous montrer ça. On va mettre en forme de données, ça va faire une carte à peu près lisible. Et on va en faire une sortie PDF et une sortie image. Comme ça, voilà, vous aurez vu déjà les fonctionnalités de départ de QGIS. Ajouter une couche, créer une couche, dessiner une couche, faire une carte. Voilà, donc c'est pour le début. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Tutoriel Géo, d'accord, avec je profite de faire la pub, plus de 200, maintenant on a, je sais pas si j'ai passé les 300, mais je pense 200-300 vidéos, donc voilà, ce sont des petits tutoriels de quelques minutes qui vous permettent d'avoir des focus sur des points précis. N'hésitez pas à aller, si vous aimez pas, n'hésitez pas à dire je n'aime pas, vous avez le droit. Il n'y a pas de son, il y a la musique à partir de la 100e ou 200e, 100e je crois. Voilà, mais c'est très court, l'objectif c'est vraiment de vous aider pour faire vos petites manipulations en complément de cette vidéo là. Et maintenant il y aura des vidéos avec des commentaires, donc ce que je suis en train de faire, et plus long format, d'accord, qui viendront compléter la chaîne. Donc voilà. Ça c'était pour vous alerter pour avoir d'autres vidéos complémentaires en attendant d'avoir des vidéos plus long format. Donc maintenant on va mettre en forme la carte. Donc voilà, on a des points, lignes et polygones. On va d'abord mettre en forme nos sections. Donc je double-clique sur la couche où je fais clic droit propriété. Je vais dans symbologie et voilà. Alors là, vous voyez, il y a couleur unique, c'est une couleur pour toutes les entités de la couche, quelles que soient leurs caractéristiques. Là, alors, juste une petite info, si je veux désafficher une carte, je clique là, hop, je la désaffiche. D'accord? Donc là, on va travailler sur notre couche section. Elle est super, mais pas très belle. Donc là, c'est couleur unique. D'accord? Si je clique en dessous, j'ai caractéristiques de mon carré. Donc là, j'ai mon carré. Il est en vert, je dis oh super, je veux du bleu. Je clique sur là pour le couleur de remplissage. Et là, j'ai la couleur de la ligne. D'accord? Donc on va mettre du rouge. Voilà, vous voyez. Là, c'est l'épaisseur de la ligne. Et là, c'est la nature de la ligne. Ok. Voilà. Là, et là, c'est l'élément de fond, l'élément de remplissage. Là, c'est du solide. Je peux mettre des hachures. On va mettre des hachures. Une fois que c'est bon, je fais OK. Voilà. Je sauvegarde. Vous voyez, là, j'ai mes sections cadastrales en hachuré. Je clique droit, propriété. N'hésitez pas à poser les questions dans la vidéo, en commentaire, je vous répondrai quand je pourrai. Donc là, je vais ici, on est bien dans couleur unique, c'est-à-dire couleur qui s'applique à toutes les catégories. D'accord? Maintenant, moi, je veux une couleur par section cadastrale. Sachant que l'information de la section cadastrale se situe dans la colonne code. Notez-le, c'est très important. Clic droit propriété. Cette fois-ci, donc c'est pas couleur unique, c'est couleur catégorisée. Et là, il me dit, je catégorise par quoi? En fonction de quel champ? Et je mets le champ code. D'accord? Donc là, il m'a gardé les symboles uniques, c'est pas grave. Et là, les couleurs, il va me dire, voilà, est-ce que ma catégorisation va se faire dans un dégradé de bleu, de rouge, etc., etc. Là, on va mettre de bleu. Donc j'ai dit couleur catégorisée. En fonction des contenus des valeurs dans la colonne code, je fais classifier. Et là, vous voyez, il m'a fait un dégradé de bleu en conservant la mise en forme de tout à l'heure.
Donc là, moi ça me va pas. Je clique là, je reviens là, je dis global. Là, vous voyez, là on voit mieux. Donc il m'a catégorisé les données. Tout ce qui est la valeur de la section A en blanc, tout ce qui est valeur de la section B en bleu. Et tout ce qui est qui n'a ni A ni B, il me mettra en bleu foncé. Je fais OK. Super. Là, vous voyez, il m'a fait une catégorisation de couleurs en fonction des sections A, B. Génial. Je vois maintenant, j'ai ici la catégorisation qui s'est effectuée. Donc, ben, ça c'est une chose. Je sauvegarde. Maintenant, je reclique dessus. Ah ouais, non mais le A, je veux pas qu'il soit en blanc, je veux qu'il soit en vert. Au hasard. Donc cette fois-ci, je clique dessus mon élément. Et dans là, ici, au lieu que ce soit en blanc, ben, je vais le mettre en vert. Et je fais OK. OK. Et là, mon A est en vert. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je veux une étiquette. Qu'est-ce qu'une étiquette? Ben, je veux qu'il y ait le A qui apparaisse et le B qui apparaisse. D'accord? Ça s'appelle une étiquette. On va étiqueter notre couche, nos objets. Donc, une couche est constituée de plusieurs objets. Ici, en l'occurrence, il y a 2 objets. Pour le volet étiquette, je vais dans l'étiquette, pour vous. Il n'y a pas d'étiquette et je veux des étiquettes simples. Et on va me dire OK. Et dans les étiquettes simples, il me dit mais quel champ je veux mettre comme étiquette? Et bien je veux que tu mettes le champ code. Et je fais OK. Là vous allez voir, il m'a mis A et B. D'accord? Donc il y a beaucoup d'options de mise en forme. Je vous cache pas, il y a énormément d'options de mise en forme. Les ombrages, les dégradés de couleurs, les contours détourés, ça s'affiche en fonction d'un certain seuil de zoom. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc là je suis dans étiquette, texte, je vais le mettre en gras et je vais mettre un petit détourage pour que ce soit plus visible et je fais OK. Voilà, je sauvegarde. Là il me forme mes sections. D'accord? Super. Maintenant, je vais mettre mes parcelles et mes parcelles, je vais faire quelque chose. Je veux, donc vous voyez, couleur unique pour toutes les parcelles. Je veux qu'il y ait un dégradé de couleur en fonction de la contenance cadastrale. Cette fois-ci, c'est un champ numérique. Je veux que plus la contenance cadastrale est grande, et plus la couleur monte en intensité. Pour faire ça, je vais dans symbologie, et au lieu de symbole unique, je vais dans graduer. Graduer s'adresse uniquement aux données uniquement aux données textuelles, aux données numériques des nombres, et catégorisées aux données textuelles. Je vais donc graduer. Là, il me demande, je me base sur quelle value? Je lui dis contenance. Ça va varier en fonction d'une intensité de rouge. Je classifie, et voilà. Toutes les parcelles qui ont une contenance cadastrale de 1 à 100 sont en blanc, 100 à 400 sont en rouge, etc., etc., etc. Là, il y a le nombre de classes, je peux dire plus, 6, 7 si je souhaite, je fais OK. Et voilà, donc là, vous voyez, alors attendez, je vais enlever ça. Vous voyez un dégradé de rouge. Alors là, il est très prononcé le rouge, donc on voit pas trop. Surtout qu'il y a de très grandes parcelles, c'est normal, ce sont des parcelles en colline, donc ce sont de très grandes parcelles. On va mettre moins de parcelles, et au lieu de mettre un dégradé de rouge, on va mettre du bleu, voilà, du rouge vers le bleu. D'accord? Donc là, et puis, alors j'aimerais bien inverser, je sais plus comment on fait. Tac, on va voir ça. Tac. Attendez, peut-être c'est là. Je vais peut-être trop vite. Tac, tac. Donc voilà, trim, non. Advance, non. On va voir.
je vais bien retrouver comment inverser, parce qu'on peut inverser la palette. Bon, c'est pas grave sinon. C'est pas grave. Je vois un peu. C'est pas grave, je chercherai par la suite et je vous dirai dans les commentaires. Si vous trouvez, dites-le moi. Je trouverai, c'est pas très dur. Layer, normal. Bon, ça c'est rien. C'est les effets de fusion. Ok, je fais ok, ok. Et voilà. Donc là, on voit les parcelles bleues. C'est normal, c'est une commune qui est dans une vallée. Voilà, les parcelles, il y a de très grandes parcelles sur les flancs des vallées, et puis dès qu'on arrive dans les zones urbanisables, on est dans de petites parcelles. Jusque là, c'est normal. Alors, un élément important, d'accord, vous aimeriez peut-être voir le fond en dessous, d'accord. Là, on voit que c'est une très petite parcelle, on est dans le centre historique. Voilà, normal, petite parcelle. Donc voilà, vous allez me dire, moi je veux voir ce qu'il y a en dessous encore, d'accord. Donc je veux de l'opacité. Donc je clique sur ma couche. Et dans rendu de la couche, j'ai opacité, je vais mettre 50. Je fais OK. Et voilà. Et là, j'ai une couche plus transparente, d'accord, où je vois en dessous, j'ai de la transparence. Voilà. Alors j'ai mis 50, on pourrait mettre moins, voilà. Pour faire varier la transparence des couches, ça c'était vraiment un petit truc à vous montrer. C'est dans rendu de couche, opacité. D'accord, symbologie, rendu de couche, opacité. Je fais OK. Alors juste pour info, j'ai fait une grosse erreur cartographique. Un géographe me truciderait sur place. C'est que les variations de données brutes, autant dire par la coordonnance cadastrale, ne se représentent pas par plage de couleurs, mais par ponctuel, par taille de ponctuel. D'accord. Je vais vous montrer ça avec les lignes de bus. Donc voilà comment faire des variations de couleurs en fonction d'une plage de. Comment faire représenter une donnée numérique en fonction d'une variation de couleur. En général, quand ce sont des données relatives, nombre d'habitants au mètre carré, nombre de ventes par agent, je dis n'importe quoi. Mais là, c'est une plage, un dégradé de couleur. Quand ce sont des données brutes, là, c'est une variation de taille de symbole. Typiquement, je vais vous montrer comment ça aurait dû être, mais vraiment rapidement. Catégoriser. Et en fait, bah, je vous montrerai une autre vidéo parce que c'est pas plus compliqué, mais je vous montrerai peut-être même avec les arrêts de bus. Donc voilà. Donc là, j'ai mis en forme mes parcelles. Si je veux, je peux mettre le numéro de parcelle comme étiquette, etc., etc. Je vais juste mettre en forme ma ligne de bus. La couche ligne de bus. En l'occurrence, symbole unique, je catégorise. Je veux une couleur par ligne. Je classe. Pourquoi catégoriser? Parce que les noms de lignes, c'est une valeur textuelle. Je classe et j'ai mes lignes. Attention, moi je veux que toutes mes lignes soient plus épaisses. Dans symbole, j'augmente l'épaisseur. Ok. Ma ligne 4, en vrai, c'est pas vert, c'est jaune. Je clique ici et je mets en jaune. Ok. Ok. Je fais OK. Vous allez voir ici dans la légende, voilà. Les 4 éléments, voilà. Il a mis en forme mes lignes de bus. Pareil, on va mettre en forme maintenant nos arrêts de bus. Cette fois-ci, je veux un symbole unique pour tous les arrêts. Et je peux faire appel à une librairie, dans symbole, représentation de symbole, une librairie de marqueurs. Je vais vous montrer, elle charge. Donc là, on est en train de terminer la mise en forme, et ensuite, je vais vous montrer comment exporter notre carte en PDF et en image. Donc, est-ce qu'il y arrive? Oui. Et ma librairie de symboles est là. D'accord? Moi, j'ai un petit symbole favori. C'est celui-là. Voilà.
Je fais ça, je le sélectionne, je fais OK. J'affiche mes arrêts de bus, c'est mieux. Et ils sont là, mais en tout minuscule. On va les mettre plus grand. Je reclique dessus et dans la taille, je mets 10. Et je fais OK. Super. Là, j'ai mes symboles, mes lignes de bus, mes symboles, mes arrêts de bus. On va mettre en étiquette le nom de l'arrêt de bus. Nom arrêt. Je le mets. Et voilà. J'aurai les noms des arrêts de bus en dessous. Attendez, je l'ai fait ou... Peut-être je l'ai pas bien fait. Je vois, texte, tac, oui, appliquer, OK. Et je zoome. On va zoomer un peu. Donc, peut-être qu'aussi donc je vais vous montrer, c'est normal, il n'y a rien qui s'affiche parce que j'avais rien rentré au départ. Mais là on va rentrer quelques données. Je remets en édition. Voilà. On va mettre n'importe quoi, c'est pas grave, je sauvegarde. Merde. Je sauvegarde, oui. Voilà, je ferme. Et là voilà, j'ai mon étiquette à côté des arrêts. Voilà, là j'estime que ma carte est terminée. Super, maintenant je vais faire un export en mode image et JPEG. Alors vous avez la méthode très rapide pour ça. Je vais dans projet. Je vais dans import export et j'exporte la carte en image. Je fais ça, avec la qualité, etc. Je la sauvegarde. Je la mets dans le bureau. Je l'appelle 1. Donc là c'est en PNG avec la transparence et aussi du JPEG, voilà, tous les formats courants. Je fais OK. Super. Et maintenant quand je vais dans mon dossier, ça s'appelle 1, voilà, elle est là. Voilà, elle s'affiche ici. Une image simple, claire et nette. Capture d'écran de mon QGIS. Je retourne dans le projet. Je vais dans importer, exporter. Je peux sauvegarder en PDF. Je peux exporter aussi en DXF. Donc voilà, donc ça c'est pour exporter carte rapidement. Maintenant, il y a un autre outil bien plus poussé qui s'appelle le composant d'impression. Je vais ici, je clique dans le nouveau, il me demande un nom, je vais l'appeler 1 et je fais OK. Et là, j'arrive dans un autre univers bien plus poussé qui permet de vraiment mettre en page mes cartes de façon poussée. Donc là, je rajoute une carte en cliquant ici. C'est les cartes que j'ai à l'écran. Si je veux me déplacer à l'intérieur, je clique ici, je me déplace. D'accord ? Voilà. Donc là je zoome, voilà, super. Si je veux ajouter la légende, c'est ici. Je clique ici et je clique là. Ok, ok. Donc je vais un peu dézoomer pour qu'on voie de la carte, voilà, nickel. Vous voyez, il m'a importé tous les éléments de la légende. Avec la flèche ici, je peux sélectionner l'élément visé. Là je sélectionne la carte, là je sélectionne la légende. Alors comment fonctionne le composant d'impression? Je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer.
Ici, vous avez toutes les fonctions de gestion de l'ordre des objets, au-dessus, au-dessous, alignés, etc. Et ici, vous avez tous les objets que vous pouvez ajouter sur votre carte. Là, j'ai rajouté la légende, vous pouvez ajouter l'échelle, vous pouvez ajouter l'image du Nord, vous pouvez rajouter un titre, c'est ce qu'on va faire, vous pouvez ajouter votre logo, rajouter une image, etc. Là, j'ai rajouté la légende, je clique dessus, et dans l'item propriété, j'ai toutes les propriétés de la légende. Là, j'ai les propriétés de la légende, j'enlève Auto Update, et je peux supprimer les éléments qui ne me servent à rien. L'élément bâtiment, je peux l'enlever, ligne de bus à bus, je peux laisser, section, je peux laisser, ça, je peux enlever. Voilà. Par ailleurs, si je veux, je peux renommer les éléments aussi. Là, il y a écrit 043 section, je vais l'appeler section. Là, je vais l'appeler parcelle. Voilà. Je vais rajouter l'échelle. L'échelle qui s'adapte à l'échelle de ma carte. J'ai ajouté l'échelle. Je clique dessus. Voilà. Donc là, je peux décider le nombre d'éléments qu'il y a à droite, etc. Oui, ça c'est bien. En mètres, là je peux choisir la forme de ma légende. Et voilà. Je vais ajouter l'étoile la flèche du Nord. Je clique ici, je fais OK. Là j'ai la flèche du Nord. Et je la rajoute là. C'est très moche, hein, c'est juste pour vous montrer fonctionnalité. Je veux rajouter un titre. C'est ici, dans le volet texte. Je mets un titre ici. Je vais l'appeler voilà, j'ai appuyé là où il fallait pas. Pas tout de suite. Là, je l'appelle parcellaire. Doit être sur var. Super. Je vais un peu modifier la mise en forme. Parce que c'est écrit en tout petit. Ici, c'est là. Donc là, on va mettre en voilà, medium. On va un peu augmenter l'échelle. 35, ok. Parcellaire, super. On va réduire ça. Et puis je veux un fond, parce que un titre comme en transparent, c'est pas très beau. Je mets un background, c'est en blanc. Super. Je sauvegarde. Je peux vous montrer d'autres options très rapidement, mais on peut, si on veut, ajouter des pages. On va rajouter une page en portrait pour vous montrer un peu les deux. Voilà. Donc je sauvegarde. Une fois que c'est bon, je prends la petite souris, je clique sur la carte. Donc j'ai les propriétés de la carte et je vais par contre dans export, je mets imprimer en raster et 300 dpi c'est trop, je mets 100 dpi pour la qualité. Une fois que c'est bon, je sauvegarde. Donc si je ferme mon composer, pour le réouvrir, je vais dans projet layout 1. Je l'appelle 1. Il va me réouvrir mon projet. Tout ça c'est lié au projet QGIS. Et enfin pour finir, je sauvegarde en PDF. Oui, ça c'est un message normal. Vous me demandez où le sauvegarder, voilà, je le mets ici. Très bien. Voilà, sauvegarder. Oui, sauvegarder à ces options d'export du PDF. Parfait. Super, il a exporté. Et si je l'ouvre, il va s'ouvrir. Donc le composeur d'impression, c'est un composeur d'impression est lié au projet QGIS, d'accord? Si vous transférez votre projet QGIS à quelqu'un, il pourra visualiser cette mise en page. Donc voilà. Alors attendez, on va l'ouvrir, s'il ne veut pas comme ça. Non, il est en train d'ouvrir. Donc là, il va vous exporter le PDF avec les deux pages.
Ça va être un PDF multipage. Si j'exporte en image, en cliquant ici, ça c'est un export en format image, il va m'exporter chaque page, une image contiendra une page. Vous voyez, là je vais l'appeler 1 au JPEG, on va appeler 2 au JPEG. Oui, sauvegardez, ça sont les dimensions et les propriétés. 300 dpi c'est trop, hein. 100, 150 c'est largement suffisant. Donc là, voilà, je vois mon PDF, et vous voyez, il a appelé JPEG 2, JPEG 2.2, il a généré un JPEG pour chaque page, et il a généré un PDF. Si j'ouvre mon PDF et si j'ouvre mon JPEG, vous allez voir la finalité. Voilà, donc là c'est mon JPEG, d'accord? C'est quand même propre. Mon deuxième JPEG, où il y a la page vide, c'est normal. Ça c'était mon premier JPEG, et ensuite je vais voir le PDF qui est en train d'ouvrir. Donc voilà. Et là on va ouvrir le PDF qui est mis en forme. Alors voilà, ça c'était vraiment pour vous présenter de façon rapide les fonctionnalités de départ de QGIS, sachant que tout peut être poussé. Je pourrais faire des vidéos de 4 heures sur chaque élément que je vous ai montré quasiment, même l'édition, la mise en forme, le composeur d'impression, la création de données, etc. Mais là c'était pour vous montrer juste la phase créer une donnée et faire mettre en page une carte de façon rapide. Voilà, vous avez les billes. Vous avez la chaîne avec 300 tutoriels pour vous aider. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Si c'est peut-être pas clair, si c'était clair, s'il y a des choses que vous souhaiterez voir, s'il y a des fonctionnalités qui vous manquent. Je sais pas si on verra le PDF d'ici la fin, mais c'est pas grave, honnêtement. Voilà, ça génère un PDF, voilà, c'est là. Voilà, le PDF il est là. Et donc vous voyez, une page par page. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas surtout à nous poser des questions.